Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire complètement dingue, un thriller politique qui va vous scotcher à votre écran du début à la fin. On est à Ouagadougou, Burkina Faso, en plein cœur d'une tempête mondiale, avec des tensions qui explosent de partout. Au centre de tout ça, le président Ibrahim Traoré, un homme qui incarne l'espoir pour son peuple, mais aussi une cible pour ceux qui veulent le voir tomber. Et là, débarque une assassin étrangère, une femme au toucher mortel et à la couverture parfaite, avec un plan pour le séduire et l'empoisonner. Ça sent le drame, non? Mais accrochez-vous, parce que quand tout semble prêt à basculer, un rebondissement monumental fait voler le scénario en éclats. La trahison ne vient pas de là où on l'attend, et on finit par se demander, dans un monde de mensonges, la loyauté existe-t-elle vraiment? Alors, restez jusqu'à la fin, parce que cette histoire va vous retourner le cerveau. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater. L'avion atterrit juste après minuit, ses moteurs grondant dans le silence oppressant de l'aéroport international de Ouagadougou. La chaleur lourde de la ville, cette capitale qui ne dort jamais vraiment, enveloppait tout comme une couverture étouffante. Vera Rostova descendit sur le tarmac, ses pas résonnant avec une précision presque mécanique. Grande, élancée, elle avait la grâce d'une reine et le regard acéré d'un prédateur. Son passeport, impeccablement falsifié, la présentait comme une envoyée culturelle d'une nation et européenne respectée ou une couverture si bien rodée qu'elle aurait pu duper n'importe qui. Mais derrière la blouse de soie qu'elle portait et les sourires chaleureux qu'elle distribuait se cachaient des années d'entraînement brutal, de manipulation politique et d'assassinat si propres qu'ils étaient devenus des légendes murmurées dans les cercles du renseignement. Le Burkina Faso était un terrain inconnu pour Vera, une terre aride et vibrante qu'elle n'avait étudiée que sur des cartes et des dossiers. Pourtant, son objectif était limpide, gravé dans son esprit comme une lame dans la pierre, éliminer Ibrahim Traoré. Ses commanditaires, une faction criminelle impitoyable basée dans son pays natal, voyait en Traoré le dernier rempart contre un nouveau régime lucratif. Sous son commandement, le Burkina Faso s'était redressé, devenant un phare de souveraineté dans une région convoitée par des puissances étrangères et des cartels. Il devait disparaître, et Vera était l'arme parfaite pour cette mission. Dès son arrivée, elle se mit au travail. Le jour, elle se fondait dans le corps diplomatique avec une aisance déconcertante, exposition d'art dans des galeries aux murs blanchis à la chaux, galas de charité sous des tentes ornées de tissus colorés, forums économiques dans des salles climatisées où les puissants discutaient de l'avenir de l'Afrique. Toujours vêtue d'une élégance discrète ou une robe anthracite, un chignon impeccable, elle charmait sans effort. Les ministres lui serraient la main avec déférence, les assistants riaient à ses plaisanteries subtilement dosées, et même les conseillers les plus proches de Traoré succombaient à son aura. La nuit, dans l'intimité de sa chambre d'hôtel, des messages cryptés illuminaient l'écran de téléphone jetable. Une équipe était déjà en place, des informateurs payés grassement, un insider corrompu dans la sécurité, et une ligne directe avec le quartier général des commanditaires, à des milliers de kilomètres de là. En quelques jours, Vera n'était plus une étrangère. Elle était devenue une silhouette familière dans les cercles du pouvoir, une femme dont la réputation de bienveillance et d'intelligence semblait éroder les murs de méfiance. Mais derrière ses yeux envoûtants d'un bleu si pâle qu'il semblait presque irréel, quelque chose de plus froid s'agitait. L'échec n'était pas une option dans son contrat. Un dîner, une gorgée, une fin silencieuse, voilà ce qu'elle avait promis. Pourtant, alors qu'elle contemplait les lumières vacillantes de Ouagadougou depuis la fenêtre de son hôtel de luxe, une étrange lourdeur pesait sur sa poitrine. Même Vera, avec toute sa précision chirurgicale, ne pouvait écrire la fin de cette histoire. Les couloirs du palais de Kosiam étaient plus silencieux qu'ils ne l'avaient jamais été. Les gardes, en uniforme kaki impeccable, se tenaient rigides à leur poste, leurs fusils en bandoulière, mais l'air vibrait d'une tension palpable. Au cœur de ce bastion de pouvoir, le président Ibrahim Traoré était assis seul dans son bureau, bien après minuit. La lueur jaunâtre d'une lampe de bureau projetait des ombres dures sur des piles de rapports classifiés. Des cartes de l'Afrique de l'Ouest s'étalaient devant lui, constellées de marques rouges et de notes manuscrites dans une écriture serrée. Les alliances changeaient comme les dunes sous le vent du désert, les menaces étaient codées dans un langage diplomatique alambiqué, et des murmures de complot flottaient dans l'air, impossibles à ignorer. À l'extérieur, Traoré était un symbole vivant de résilience. Pour son peuple, il était le protecteur qui tenait bon là où d'autres s'étaient effondrés sous les pressions étrangères. Ses discours enflammés, diffusés à la radio et sur des écrans poussiéreux dans les villages, rallumaient l'espoir. Ses réformes militaires, brutales mais efficaces, avaient ramené un semblant d'ordre dans un pays ravagé par l'instabilité. Sa vision à un Burkina Faso indépendant, libéré des griffes des puissances néocoloniales, avait inspiré des nations voisines, du Mali au Niger. Mais le pouvoir, il le savait mieux que quiconque, laissait des cicatrices invisibles. Ces derniers temps, ces cicatrices semblaient s'approfondir. Ses conseillers de confiance, autrefois si loquaces, hésitaient maintenant avant de parler. Les ambassadeurs étrangers affichaient des sourires trop larges, trop polis. Même les alliés régionaux, lors des sommets à huis clos, offraient des gestes qui semblaient répétés, comme une pièce de théâtre mal jouée.
Chaque nuit, alors que le palais s'endormait, Traoré restait éveillé, luttant seul avec une question qui le rongeait, qui parmi eux portait un masque. Il quittait rarement ses quartiers sans une raison impérieuse. Ses repas, souvent pris en solitaire, étaient préparés par un cuisinier de confiance et goûtés par un aide. Les réunions, lorsqu'elles étaient inévitables, étaient brèves et surveillées par des yeux invisibles. Malgré la chaleur qu'il projetait en public, ce sourire franc, cette poignée de main ferme, Traoré vivait dans une vigilance constante, un homme façonné par la guerre et la politique, mais pas encore brisé par elle. Cette nuit-là, il s'adossa à son siège, fermant brièvement les yeux. Ses doigts pressèrent ses tempes, tentant de chasser une migraine lancinante. Malgré tout son entraînement, toute sa discipline, la solitude était un ennemi qu'il n'avait jamais vraiment su affronter. Il murmura pour lui-même, presque inaudible, « Ils viennent toujours la nuit ». Dehors, les étoiles brillaient faiblement au-dessus de Ouagadougou, indifférentes au jeu de pouvoir qui se tramait en contrebas. Quelque part dans cette obscurité, un autre joueur se rapprochait, tissant charme et venin comme une toile de soie. Même Traoré, endurci par des années de combat, ne voyait pas encore Vera Rostova venir. La nuit était parfaite, baignée de lumière dorée et de promesses murmurées d'unité. Le gala diplomatique au centre de conférence Ouaga 2000 était l'événement de l'année, attirant des dignitaires de tout le continent sous des lustres scintillants et les mélodies mélancoliques d'un kora traditionnel. L'odeur du karité et des épices flottait dans l'air, mêlée à celle des parfums coûteux. Vera Rostova se déplaçait parmi la foule avec une grâce calculée, chaque geste naturel mais minutieusement orchestré. Sa robe, d'un rouge profond, scintillait subtilement, une déclaration discrète dans une salle remplie d'égos bruyants. Elle naviguait avec aisance, passant de conversations légères sur le commerce régional à des débats feutrés sur la sécurité, toujours à l'écoute, toujours observatrice. Quand Ibrahim Traoré entra, la salle changea d'atmosphère. Les conversations s'abaissèrent en un murmure, les regards se tournèrent vers lui. Il était magnétique sans effort, vêtu simplement d'un boubou blanc immaculé, mais portant le poids indéniable d'un homme qui savait que chaque personne dans la pièce cachait des intentions. Ses yeux sombres balayèrent la foule, et pendant un instant, Vera sentit son pouce accélérer non pas de peur, mais d'anticipation. C'était lui, sa cible, à quelques mètres seulement. Elle avait chronométré son approche avec une précision diabolique. Un serveur, soudoyé des jours plus tôt, trébucha maladroitement près de Traoré, renversant un verre de vin rouge sur le sol. Le liquide éclaboussa légèrement la manche du président, et Vera intervint sans perdre une seconde. « Président Traoré, permettez-moi de m'excuser, dit-elle en tamponnant sa manche avec une serviette, un sourire radieux et désarmant aux lèvres. Son accent, teinté d'une légère inflexion slave, ajoutait une note de charme curieux. Traoré la fixa, non pas avec rudesse, mais avec une attention aiguisée. L'expérience lui avait appris que la beauté pouvait être une arme, mais l'assurance de Vera l'intrigua. Ils échangèrent des politesses, chaque phrase comme une danse délicate. Elle parla de son prétendu amour pour l'artisanat burkinabé, il répondit par une remarque sur l'importance de la culture dans l'unité nationale. À la fin de la soirée, elle ne força rien, c'était là son génie. Traoré partit, curieux mais pas méfiant. Son visage gravé dans l'esprit de Vera comme une carte qu'elle commençait à déchiffrer. Les jours suivants furent une chorégraphie méticuleuse. Une invitation à un panel économique sur le développement durable, où elle impressionna par des questions pertinentes. Un déjeuner informel avec des ministres, où elle glissa des anecdotes sur son pays natal avec une sincérité feinte. Une promenade dans les archives nationales, où elle s'émerveilla devant des manuscrits anciens, gagnant la sympathie d'un conseiller clé. Traoré la remarqua à plusieurs reprises, mais sans alarme. Elle ne dépassait jamais les bornes, apparaissant toujours au bon moment, comme une ombre bienveillante. Lorsqu'on lui offrit une visite privée des jardins du palais de Kosiam, même le conseiller en chef de Traoré, un homme au regard d'acier nommé Moussa Diallo, nota à quel point ses idées semblaient rafraîchissantes. La graine était plantée, et Vera savait que la récolte approchait. Dans l'ombre de l'élégance posée de Vera, une machine impitoyable ronronnait déjà. Une mission de cette envergure exigeait une précision absolue, et la sienne ne faisait pas exception. Des semaines avant son arrivée, des agents avaient été infiltrés dans les cercles périphériques du pouvoir. Leur loyauté, achetée avec des valises de billets et des promesses de bouleversement politique, était fragile mais suffisante. Le colonel Issouf Diakité, chef adjoint de la sécurité du palais, avait été une prise de choix. Autrefois un officier prometteur, il avait vu ses ambitions brisées par les réformes de Traoré, qui avait purgé les rangs des militaires corrompus. Amer et relégué à un rôle secondaire, il fut facile à retourner. Avec une autorité discrète, il manipula les rotations des gardes, créant des angles morts pour le jour fatidique. À Abidjan, Silas Koudé, un magnate burkinabé exilé, tirait les ficelles depuis une villa luxueuse surplombant l'océan. Autrefois un industriel adulé, il avait vu son empire minier s'effondrer sous les politiques anticorruption de Traoré. Réfugié en Côte d'Ivoire, il bouillonnait de rage, finançant l'opération avec une fortune amassée dans l'ombre. Ses appels cryptés et ses virements secrets transformaient son amertume en carburant pour le complot. Mais le fil le plus dangereux dans cette toile était Daniel Mensa, un attaché de l'ONU au sourire charmant et à l'ambition froide.
sa loyauté n'allait ni aux nations qu'il servait officiellement, ni à une idéologie, mais aux commanditaires de Vera, cette faction criminelle et européenne désespérée de déstabiliser les leaders émergents d'Afrique de l'Ouest. Intégré dans la diplomatie internationale, Daniel offrait ce que personne d'autre ne pouvait, des failles dans la surveillance, une couverture diplomatique irréprochable, et surtout, l'invitation rare à un dîner intime avec Traoré. Ensemble, ils forgeaient un orage parfait. Le poison, une neurotoxine inodore capable d'imiter une crise cardiaque, avait été obtenu via les connexions de Silas sur le marché noir. Il serait versé dans le vin de Traoré lors d'une soirée privée, loin des regards indiscrets. Les dernières confirmations arrivèrent par un message codé, l'aigle d'or. Frappe à l'aube. Vera sentit le poids de l'inéluctabilité s'installer. Le piège était parfait, pas d'alarme, pas de suspect. Traoré ne saurait qu'il était ciblé qu'une fois qu'il serait trop tard. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. La nuit se déroula comme un rêve ou peut-être le prélude à un cauchemar. Les jardins privés du palais de Kosiam scintillaient sous la lumière douce des lanternes suspendues aux branches des acacias. Les insectes bourdonnent paresseusement dans l'air chaud, et le parfum des hibiscus embaumait l'atmosphère. Traoré avait insisté pour une soirée informelle, pas de grande salle au plafond doré, pas de costume guindé. Juste 2 personnes protégées par une sécurité soigneusement distraite, partageant un repas simple sous les étoiles. Pour Vera, c'était l'occasion idéale. Elle avait joué son rôle à la perfection jusque-là, charmante sans effort, subtilement déférente, jamais trop empressée. Ce soir-là, elle portait une robe vert émeraude qui semblait capturer la lumière des lanternes, ses cheveux détachés tombant en vagues sur ses épaules. Traoré, en tenue décontractée, une chemise légère et un pantalon sombre semblaient presque vulnérables, loin de l'image du leader inflexible qu'il projetait en public. Ils s'assirent à une petite table ronde, un plateau de poulet yassa et de riz parfumé posé entre eux. Alors que le premier plat était débarrassé, un aide apporta un plateau d'argent avec 2 verres de vin rouge. Vera reconnut le signal, le moment était venu. La neurotoxine, dissimulée dans une bague creuse à son doigt, se dissoudrait instantanément dans le liquide indétectable, mortel, frappant des heures plus tard, bien après son départ. Elle tendit la main vers son verre, feignant de l'admirer, et murmura, à la paix, peut-être? Traoré sourit légèrement, levant son propre verre. Mais alors qu'il le portait à ses lèvres, il s'arrêta pour parler. Il nous serre la main, il sourit pour les caméras, dit-il, le regard perdu dans la nuit. Mais derrière les portes, ils achètent nos leaders, nous dressent les uns contre les autres, volent l'avenir de nos enfants. La trahison porte un costume maintenant, pas un uniforme de soldat. Ces mots frappèrent Vera comme une lame invisible. Ce n'était pas une posture stratégique, pas un discours préparé. C'était personnel, brut, chargé d'une douleur qu'elle n'avait pas anticipée. Elle fit tournoyer son vin, masquant la tension soudaine dans sa gorge. Traoré ne protégeait pas seulement son pouvoir, il portait le poids d'un continent trahi trop souvent. Le masque de l'assassin glissa légèrement. Son rire devint plus discret, ses questions plus douces, plus curieuses. Lorsqu'un dessert des mangues tranchées saupoudrées de sucre arriva, elle réalisa qu'elle avait retardé le toast fatal sans même s'en rendre compte. Pour la première fois de sa carrière, Vera hésita. La cible était devenue humaine, et le poison resta intact entre eux. Alors que le dîner s'étirait dans les heures tardives, une tension inexprimée flottait dans l'air. Vera maintenait sa composure, ses années d'entraînement lui permettant de masquer le tumulte intérieur. Mais pour Daniel Mensah, observant de loin sous le couvert de son rôle diplomatique, quelque chose avait changé. Il avait connu Vera comme une machine impitoyable, précise, toujours 2 coups d'avance. Ce soir, à travers les murmures des écoutes de sécurité et les regards échangés entre elle et Traoré, il vit une hésitation, une lueur d'humanité qu'il n'avait pas prévue. Daniel n'avait pas prévu non plus ce qu'il ressentait pour Vera. Leur alliance avait toujours été transactionnelle, un partenariat forgé dans l'ambition et les ordres de leurs commanditaires. Mais au fil des semaines, les messages codés, les réunions furtives à minuit, une admiration s'était insinuée, puis quelque chose de plus profond, qu'il refusait d'admettre. Il avait vu au-delà de son masque de tueuse, ou du moins pensait l'avoir fait. Maintenant, en la voyant retarder le moment fatal, le doute empoisonna sa propre résolution. Le monde de Daniel bascula. Laisser Vera achever Traoré, c'était valider un meurtre qu'il commençait à percevoir comme lâche. Mais la trahir, c'était détruire tout ce pour quoi il avait travaillé, sa carrière, sa sécurité, peut-être sa vie. La décision le traversa comme un éclair. Se déplaçant rapidement mais discrètement, il s'éclipsa du contingent diplomatique. À travers des couloirs surveillés et une ligne sécurisée, il contacta les services de renseignement du palais sous un alias connu de quelques initiés. Le message était bref mais explosif, tentative d'assassinat imminente. Source, cercle diplomatique proche. Vérifiez maintenant. Alors que les gardes se repositionnaient en silence, Daniel retourna à son poste, le visage impassible. Il savait que sa trahison mettrait fin à toute sa carrière, la confiance de ses commanditaires, et peut-être Vera elle-même. Mais à cet instant, le calcul céda à une conscience qu'il ne savait même pas posséder. Certaines trahisons naissent de l'égoïsme, d'autres de l'amour et de la peur. Celle de Daniel était les deux. La sérénité du jardin vola en éclats en un instant.
Des bottes lourdes crissèrent contre le gravier alors que la garde présidentielle envahissait la scène, fusil levé, regard dur et déterminé. Les lanternes vacillèrent violemment dans le chaos soudain, leur douce lueur remplacée par les faisceaux crus des lampes tactiques. Vera eut à peine le temps de se lever qu'un canon d'acier se pressa contre sa tempe. « Ne bouge pas », aboya un commandant, sa voix dénuée de pitié. Traoré, bien que visiblement secoué, resta assis. Il leva une main calmement, sa voix traversant la tension comme une encre. « Pas de sang », ordonna-t-il fermement. « Pas encore ». Le pouls de Vera rugissait dans ses oreilles. Son entraînement hurlait de réagir désarmé, courir, disparaître dans la nuit. Mais elle ne fit rien, pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce qu'elle était abasourdie. Comment avait-il su? Elle jeta un coup d'œil à son vin intact, au plan qui était censé être infaillible. Puis vint la trahison plus profonde. Daniel s'avança, émergeant de derrière le périmètre des gardes. Ses yeux ne portaient pas de malice, mais quelque chose de pire, de la pitié. Il ne baissa pas le regard en s'adressant à Traoré, à Vera, et aux officiels stupéfaits qui arrivaient maintenant. « C'est moi qui ai donné l'alerte », confessa-t-il calmement. Vera vacilla. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Sa respiration s'arrêta, son monde s'effondra. Trahi, non par l'ennemi, mais par l'un des siens, par l'homme qui avait marché à ses côtés dans chaque ombre. La douleur ne venait pas des fusils ou des menottes qui claquèrent bientôt sur ses poignets. C'était la dévastation de réaliser que la confiance, même aussi tordue que la leur, s'était brisée. Traoré se leva lentement, l'observant non pas avec rage, mais avec une déception qui pesait plus lourd que la colère. « Vous aviez tous les avantages, dit-il doucement. Et pourtant, vous avez perdu face à quelque chose que vous pensiez ne pas avoir en vous, la pitié. » Le silence du bunker contrastait avec le chaos de la nuit. Les murs épais étouffaient tous les sons, sauf les respirations lentes et délibérées des deux personnes assises face à face, prédateur et proie, bien que ces rôles ne semblaient plus s'appliquer. Vera était menottée, dépouillée de son élégance. Sans maquillage, sans prétention, la tueuse avait disparu, ne laissant qu'une femme épuisée, brisée. Traoré se pencha en avant, ses yeux perçants mais fatigués. « Pourquoi » demanda-t-il, la voix basse, sans accusation. « Vous aviez l'accès. Vous auriez pu m'éliminer sans hésiter. Qu'est-ce qui vous a arrêté » Les lèvres de Vera s'entr'ouvrirent, mais aucun venin n'en sortit. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois en des années, des larmes perlèrent dans ses yeux. La vérité jaillit lentement, comme un poison qu'elle ne pouvait plus retenir. « Ils ont ma sœur, murmura-t-elle, la voix brisée. Et ma mère. Là-bas. Si j'échouais, ils ont promis que ce serait non pas juste la mort, mais la souffrance. Je n'avais pas le choix. » Traoré écouta sans l'interrompre. L'assassin de glace parlait désormais comme un être humain terrifié, fracturé, à bout. Elle expliqua tout, la faction criminelle, désespérée de maintenir son emprise sur des réseaux illicites en Afrique, avait utilisé sa famille comme levier. Il l'avait entraînée, façonnée en une ombre mortelle, puis avait tiré sur la laisse lorsque l'indépendance du Burkina Faso était devenue une menace. Quand elle avait hésité au dîner, ce n'était pas de la faiblesse, confessa-t-elle. C'était parce que les mots de Traoré l'avaient transpercée. Il avait parlé d'ennemis déguisés en amis, et soudain, elle s'était vue elle-même dans ce miroir. L'expression de Traoré se durcit, tiraillée entre la rage et une compassion réticente. Il s'était préparé à affronter un tueur, un coup d'état, mais pas ça. Vera n'était ni une martyre ni le mal incarné. Dans cette pièce étouffante, les lignes entre bien et mal se brouillaient. Le fardeau du jugement pesait lourd sur ses épaules, et dans son silence, même Vera savait que le pardon pourrait être plus douloureux que la punition. L'aube glissa silencieusement sur Ouagadougou, peignant le ciel d'un rose pâle. Traoré était assis seul dans son bureau, faisant une décision que peu comprendraient. Ses conseillers avaient passé la nuit à remplir ses oreilles d'avertissements, elle doit faire face à la justice. L'épargner montrera de la faiblesse. D'autres essaieront la même chose. Pourtant, sous le voile lourd de la politique, quelque chose le taraudait. Il avait vu des tueurs auparavant impitoyables, idéologiques, fanatiques. Vera n'était rien de tout cela. Elle était une arme forgée par le désespoir, une âme piégée dans une guerre qui n'était pas la sienne. Plus tard ce matin-là, dans le bunker désormais vidé des gardes, Traoré se tint à nouveau devant elle. Vera semblait différente, ni défiant ni brisée, simplement résignée. Quel que soit le sort qu'il choisirait, elle semblait prête à l'affronter. « Je devrais signer votre mort », commença-t-il calmement, sa voix portant le poids de nations entières. « Mon peuple attend du sang. Mes ennemis attendent le silence. Mais les deux seraient trop faciles. Vous êtes plus précieuse vivante pour moi. Pour la justice, pour la vérité. » Ses yeux, bordés de fatigue et de larmes séchées, se levèrent lentement, la confusion luttant contre l'incrédulité. « Je vous offre un choix », continua Traoré, se rapprochant. « Dévoilez vos commanditaires. Nommez chaque nom, révélez chaque main qui a poussé cette lame vers la gorge du Burkina Faso. Faites cela, et vous aurez la protection, l'asile, une chance, aussi fragile soit-elle, de vivre sans peur. » Les lèvres de Vera tremblèrent. Pendant si longtemps, elle avait accepté la mort comme la seule issue à son contrat cruel. La clémence n'avait jamais été une option, ni attendue. Pourtant, elle était la dangereuse, fragile, terrifiante. Sa réponse vint sans théâtralité. Elle hocha la tête,
la voix à peine audible. « Je le ferai. » À cet instant, quelque chose changea. Traoré n'avait pas simplement épargné une vie, il avait parié avec elle, et avec le monde entier. Alors qu'ils se serrèrent la main en silence, tous deux savaient que la véritable tempête venait de commencer. Aucun ne dormirait plus paisiblement. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de chaos contrôlé. La nouvelle de la tentative d'assassinat rugit à travers les canaux diplomatiques comme un feu de brousse, alimenté par des accusations croisées et des démentis furieux entre capitales. Les reporters, tels des vautours, tournaient autour du palais, désespérés pour une déclaration officielle. Traoré, fidèle à lui-même, n'en offrit aucune. Son silence devint à la fois un bouclier et une épée, refusant à ses ennemis la satisfaction de savoir s'il en était sorti plus fort ou plus hanté. Vera Rostova, dépouillée de ses alliances et de sa mission, disparut dans les recoins cachés du monde. Les noms qu'elle livra Silas Koudé, les chefs de la faction criminelle, des intermédiaires dans plusieurs capitales furent déshonorés, traqués, et discrètement éliminés dans l'efficacité brutale de la justice internationale. Son témoignage, recueilli à huis clos sous la protection de Traoré, brisa des réseaux puissants et déstabilisa des régimes de l'ombre. Mais pour le monde extérieur, elle devint un fantôme ni héroïne, ni méchante, simplement effacée. À l'intérieur du palais de Kosiam, la vie reprit son cours, mais une fracture invisible s'était creusée. Les rires dans les couloirs devinrent plus prudents, les poignées de main duraient une seconde de trop alors que les gens scrutaient les yeux des autres. Traoré, autrefois un livre ouvert pour ses alliés les plus proches, devint une énigme. La confiance, réalisa-t-il, était désormais sa ressource la plus rare. Tard une nuit, seul dans son bureau, il se tint près de la grande fenêtre donnant sur la ville endormie. Les lumières scintillaient doucement, distantes et indifférentes. Son reflet le regardait fier, intact, mais indéniablement changé. Il parla à voix haute, bien que seule l'obscurité répondit, « Quand les fidèles sont des menaces, qui reste vrai ?» Les mots restèrent suspendus, plus lourds que n'importe quel décret officiel. Il y aurait d'autres assassins, d'autres trahisons. Les visages changeraient, mais le jeu resterait le même. Alors que Traoré se détourna, le monde extérieur resta immobile. Mais dans les coins invisibles, des ombres observaient et attendaient, prouvant que la victoire, dans ce monde, n'était jamais définitive. Et voilà, les amis. Quelle histoire de fou, hein? On a eu du suspense, des trahisons, des rebondissements qui vous laissent sans voix. Si vous avez kiffé ce récit, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Alors, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Traoré a fait le bon choix en épargnant Vera? Était-ce une force ou un pari dangereux? Et Daniel, un héros ou un traître? On discute de tout ça en bas. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne rien rater. Prochaine vérité cachée, trahison secrète et jeu de pouvoir à venir. À très vite.